Le roi est mort. Quincy Jones s'est éteint à l'âge de 91 ans après une vie et une carrière que n'importe qui lui envierait. Nous allons bien entendu lui rendre hommage dans cette vidéo, mais pas de la manière des médias traditionnels, puisque vous savez que sur cette chaîne YouTube, on s'attarde sur des solos de grands jazzmen pour les décortiquer et en tirer des exercices qui vont nous permettre de progresser. Et même s'il est extrêmement compliqué de se procurer des enregistrements, des vidéos de Quincy Jones improvisant à la trompette, j'ai pu trouver un très court enregistrement qui regorge de pépites de vocabulaire, si bien qu'on va pouvoir, même avec 8 mesures, on va pouvoir en tirer une pléthore d'exercices. Et quel plus bel hommage peut-on rendre à un musicien de jazz qu'en s'attardant à son jeu qu'il a méticuleusement travaillé pour l'étudier et alimenter notre identité musicale. Mais avant toute chose, générique! Jazzwomen, jazzmen, bonjour, bienvenue sur la chaîne de jazzcomposer.fr. Merci de l'accueil que vous réservez à ces vidéos, merci pour vos commentaires, vos abonnements, vos pouces. La dernière vidéo sur le solo de John Coltrane a bien fonctionné, donc elle a pu aider à progresser des milliers de jazzwomen et jazzmen, et c'est en partie grâce à vous qui partagez les vidéos, mettez des pouces, donc merci, continuez de le faire. En plus de me faire plaisir, ça sert aux autres. Notre invité du jour est une véritable légende du jazz, Quincy Jones, qu'on ne présente plus mais je vais le faire quand même. C'est avant tout un excellent trompettiste qui a appris la trompette avec Clark Terry. En tant que trompettiste, il s'est illustré dans l'orchestre de Lionel Hampton, comme on va le voir tout à l'heure, et il a également joué dans des sections de big band pour son compte et pour le compte d'autres. Mais on connaît surtout Quincy Jones pour ses disques, pour sa direction d'orchestre et ses arrangements, couronnés par de nombreux Grammy Awards. Et on a tous, au moins une fois dans sa vie, entendu un disque de Quincy Jones qui s'appelle Cool Bossa Nova, je crois. Si c'est pas exact, corrigez-moi dans les commentaires. Et ce qui montre qu'il est brillant sur toute la ligne, c'est qu'il produit également de la musique, donc il déniche des jeunes talents et puis il aide à faire les instrumentaux, enfin il aide à la production de disques, et il a produit notamment Michael Jackson ou plus récemment Jacob Collier, qui est maintenant devenu une star planétaire, qui enchaîne les tournées et puis les disques qui révolutionnent notre planète jazz. Donc vraiment, Quincy Jones, c'est la classe, chapeau. Comme je vous le disais, c'est extrêmement difficile de trouver des enregistrements de Quincy Jones jouant de la trompette, puisque en 1974, il a été atteint d'une rupture d'anévrisme, et donc il ne pouvait plus jouer à cause de la pression qu'inflige l'instrument à la boîte crânienne. Mais j'ai réussi à trouver un enregistrement dans lequel il est vraiment mis en valeur. Alors le solo est très court, c'est la dernière section d'un Rhythm Changes, c'est la grille de I Got Rhythm. Si jamais vous ne la connaissez pas encore, c'est une bonne idée de l'apprendre puisque c'est une grille qui est beaucoup jouée en jam session et qui a été jouée des millions de milliards de fois par les jazzmen à travers le temps. C'est la deuxième grille la plus jouée après le blues. Et outre le morceau I Got Rhythm, vous avez beaucoup de thèmes de démarcation qui ont utilisé la grille, la progression d'accords de cet Anatole, et avec d'autres thèmes au-dessus, les plus connus par exemple Anthropologie, Lester Lipson, Rhythming de Thelonious Monk, et ce morceau qu'on va découvrir, Slide Hamp Slide. C'est parti, on l'écoute, préparez-vous, ça va aller assez vite. Une deuxième fois, c'est reparti. Et je vais vous le jouer une fois lentement. 1 et 2. 1, 2, 3. 1. Deux, 3, 4. Voilà, comme vous le voyez, c'est assez court, mais vous allez voir, on va en tirer de tonnes d'enseignements. Ce qui se remarque d'entrée de jeu, c'est que le contexte d'accompagnement du big band est vraiment swing, donc c'est du big band à la sauce années 30, années 40, comme Lionel Hampton en était le fer de lance. Mais le jeu de Quincy Jones, lui, il est carrément bebop, on a beaucoup de chromatisme, on a des phrases au dessin accidenté, on a parfois des choix de notes qui sont assez audacieux, harmoniquement parlant, pour le contexte.
Alors vous avez remarqué que le contenu de ce solo est assez court, on a 2 phrases, et pourtant, vous allez voir que je vais pouvoir en tirer plein d'exercices, 5 ou 6, et c'est ce que je vous encourage à faire. À chaque fois que vous avez de la musique qui a été relevée pour vous, ou que vous avez vous-même relevé, attardez-vous dans le détail des phrases, de la mécanique. Prenez les choses qui vous intéressent, qui vraiment vous ont fait tiquer l'oreille, pour alimenter votre propre jeu. Et la manière dont vous pouvez le faire, c'est vraiment étudier de près le jeu des grands jazzmen, et vous demander, tiens, pour arriver à cette phrase, ce dessin de phrase-là, quel exercice Quincy Jones, en l'occurrence, a-t-il pu pratiquer? Parce que de la même manière que le résultat de votre jeu, ça vient des heures de pratique, des exercices qu'on vous a donnés, les phrases des grands jazzmen, c'est le résultat des exercices qu'ils ont eux-mêmes pratiqués. C'est comme faire de la rétro-ingénierie si vous voulez. Bien sûr, le faire nécessite de solides connaissances théoriques et une solide culture du jeu des jazzmen, mais c'est pour ça que je suis là, pour vous montrer comment je fais, pour vous inspirer à votre tour, pour vous enrichir. Personnellement, quand je vois ce bout de solo là, moi j'ai tout de suite des lumières comme ça qui s'allument dans mon esprit et je peux remarquer ce petit bout là qui va m'intéresser, toute cette région là qui est très intéressante. Ah tiens, ce petit bout là c'est particulièrement significatif, là on retrouve des similitudes et là il y a 2 choses consécutives qui sont mises ensemble et qui sont très intéressantes. Et dans cette vidéo on va s'attarder sur 3 points intéressants qui vont vous permettre de progresser. Je vais vous donner 3 exercices pour les pratiquer et pour arriver à ce genre de phrase. Alors je vous disais que le jeu de Quincy Jones est typique du langage bebop. Pourquoi? Parce que dans le plat on a un ingrédient qui ressort particulièrement et ce sont les chromatismes. Et quand on regarde la phrase d'ouverture, on en a déjà 3 ou 4. Do dièse, ré, la bémol, sol, fa, mi bécard, mi bémol, sol, si, ré, do, si, la, si bécard, do. Tout ça, ce sont des chromatismes. Et alors, pour vous aussi vous habituer à les intégrer dans votre jeu, je vous propose un exercice très très simple, c'est d'ouvrir votre phrase, comme Quincy Jones, sur un chromatisme. Donc vous prenez une grille que vous maîtrisez bien, ça peut être soit un seul accord comme So What, ça peut être même une progression d'accords comme le 2-5-1, l'Anatole, ou alors un morceau, un standard que vous maîtrisez bien, et vous forcez votre phrase d'ouverture de solo, elle va commencer par un chromatisme. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez l'écrire. Et écrire bien sûr la résolution de ce chromatisme. Le chromatisme, il élève beaucoup de tension harmonique, on se sent très tendu, et on a besoin qu'elle se résolve. Je vais vous mettre une petite liste des chromatismes qui fonctionnent bien sur les accords majeurs, sur les accords mineurs, sur les accords 7. La dièse 2 ou la bémol 3, donc la seconde augmentée ou la tierce mineure sur un accord majeur, ça fonctionne toujours très très bien. Et c'est d'ailleurs ce que fait Quincy Jones si jamais on considère que Do dièse, Ré, La, ce sont des notes qui sont en fait jouées sur l'accord de Si bémol et qui sont un petit peu retardées. La quinte augmentée ou la quinte diminuée, si jamais on considère que Quincy Jones joue ces 2 notes-là sur son accord vraiment et qu'elles appartiennent à l'accord Sol mineur 7, c'est de celle-là qu'il s'agit. Tout ça, c'est caractéristique du blues. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas élaborer sur ce sujet. Si jamais vous voulez des informations là-dessus, consultez la description. Également, ce chromatisme-là, qui va être celui de la 7e majeure par rapport à l'accord Fa 7, qui contient une 7e mineure dans son mode, c'est typique de la gamme bebop. Et à cela, on peut aussi ajouter la bémol 6 pour la gamme bebop majeure. Également, pour tout ce qui est gamme bebop, je vous mets un rappel en description. Je n'élabore pas sur le sujet. Je vous montre un rapide exemple sur la grille des Rhythm Changes. J'ai utilisé le playback d'un site internet qui s'appelle Guitare Improvisation. Si jamais vous jouez de la guitare et que vous ne connaissez pas, c'est vraiment une belle ressource. Vous voyez que Martin Giovanni qui gère cette page est vraiment très appliqué et très connu. Et je vais commencer ma phrase donc sur cet Anatole en Si bémol par la sixte mineure, à savoir la note Sol bémol ou Fa dièse. C'est parti, vous allez voir l'effet que ça fait. 1, 2 et 1, 2, 3. Bien entendu, je vous montre un tempo rapide pour que vous voyez comment ça peut sonner, mais pratiquez-le à un tempo extra lent. Vous pouvez le faire comme moi avec des valeurs longues, comme des blanches, des noires, mais également je vous l'ai montré à la 2e section de mon solo, comme Quincy Jones,
intégrez-le dans un phrasé de croche. De vous forcer d'ouvrir vos phrases sur un chromatisme, ça va vous forcer à les intégrer dans votre jeu. Donc si vous trouvez que vous ne sonnez pas assez bebop, ça peut être un bon exercice. Passons à la deuxième chose qui m'a particulièrement intéressé dans ce solo, et on va parler un petit peu d'harmonie et d'harmonie tonale, et du suspense que procure la fondamentale du 5e degré quand on la joue sur des progressions tonales. Si vous avez lu tous les recoins du site jazzcomposer.fr, vous devez mieux vous y connaître en harmonie tonale. Si ce n'est pas le cas, je vous mets un article en description qui va pouvoir vous faire commencer votre voyage dans ces contrées théoriques. Je vais vous résumer l'essence de la chose. En musique tonale, on a de la tension et de la résolution par rapport à un centre tonal qui est le premier degré de notre tonalité. Et le 5e degré, l'accord du 5e degré, c'est celui qui va contenir le plus de tension. Et quand ce 5e degré se résout vers le premier degré, on a une cadence, un mouvement harmonique important. On appelle ça la cadence parfaite. Et donc quand on stationne sur ce 5e degré, quand on joue sa note fondamentale, on est en train de créer un petit peu de tension, un petit peu de suspense au sein de la tonalité. C'est un ressort qu'utilisent beaucoup de compositeurs de jazz pour leur thème. On peut penser à One Note Samba. Cette note qui est mise en valeur dans le thème, je vous le donne dans le mille, c'est la fondamentale du 5e degré, la 5e note de la gamme. Pareil pour The Sorry with the Fringe on the Top. Cette note-là, c'est la fondamentale de cet accord-là, qui est le 5e degré de la tonalité. Et c'est pareil pour Manteca et plein d'autres thèmes. Et Quincy Jones, il utilise ce ressort de manière assez fugace au sein de son solo. Et si je vous joue la petite progression... etc., etc. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce que fait Quincy Jones, c'est qu'il est en train de jouer cette note-là, qui est la fondamentale du Fa7, qui est le 5e degré de notre tonalité de si bémol majeur. Il est en train de la jouer sur un Do mineur 7 qui est le second degré. On a bien un 2, 5 et 1. Donc pour résumer, Quincy Jones, il bypass ce second degré, il ne le joue pas. Il préfère s'atteler directement au 5e degré et il met en valeur la fondamentale. Personnellement, je me suis beaucoup inspiré d'un guitariste qui s'appelle Pasquale Grasso. Il utilise beaucoup ce genre de ressort aussi. Il a ce genre de phrase. Avec un petit mordant et puis une octave de cette fondamentale. Donc voici un exercice que je vous soumets. Repérez dans les grilles que vous jouez, que vous maîtrisez bien, des 2-5-1, des anatoles, et vous allez pouvoir jouer sur ces progressions-là les fondamentales des 5e degrés. Et sur la durée totale des progressions, ça va marcher. Si jamais vous êtes bassiste, vous pouvez le faire dans vos lignes de basse en plantant en pédale cette note du 5e degré sur une durée indéterminée, on va dire, tout en respectant l'harmonie, bien sûr. Et quand on improvise, ça peut être une bonne astuce. Par exemple, si on improvise sur un tempo rapide, une grille assez monotone comme l'anatole ou le blues, d'utiliser ce ressort-là. Je vais vous montrer un exemple. Je vais vous jouer une section de l'anatole classique en improvisant avec un langage bebop, et ensuite je vais mettre en valeur la note du 5e degré. Donc l'anatole c'est en si bémol, la fondamentale du 5e degré c'est la note Fa. C'est parti, je vais mettre en valeur la note Fa à ma deuxième grille. 1, 2 et 1, 1. Donc sur toute cette deuxième partie de grille, même si les accords s'enchaînaient, les progressions d'accords s'alternaient, tension, résolution, moi je n'ai joué que la note Fa ou presque, et donc j'ai fait accumuler de la tension pour peu à peu la résoudre, par ici, sur le premier degré. Troisième exercice qui va être une astuce pour pouvoir jouer plus rapidement, répéter des notes. Quand j'ai entendu le petit bout de solo de Quincy Jones qu'on va s'analyser, j'ai tout de suite pensé au thème de John Coltrane qui s'appelle Mr. PC pour Mr. Paul Chambers, le célèbre bassiste. C'est un tempo up qui fait comme ça. Donc on a beaucoup de notes répétées. Et c'est exactement ce que fait Quincy Jones à la fin de son solo. 1, et 2, et 1, 2, 3.
Pour que ça marche, il va falloir que vous articuliez de la bonne manière vos phrases en croche. À part la première, toutes les croches qui tombent sur le temps ne sont pas articulées. Do, da, ou, et Quincy Jones s'autorise à articuler la dernière do, da, ou, da, do. Si vous articulez de la mauvaise manière, c'est-à-dire que vous liez la première et la deuxième croche, ça va donner une articulation plus classique, da, ou, da, où les premières croches, celles qui tombent sur le temps, vont être accentuées. L'articulation classique est particulièrement adaptée aux morceaux classiques. Ce sont vraiment les temps qui sont découpés, qui sont mis en valeur. Alors que quand vous jouez un morceau de jazz, ce sont les contretemps qui sont mis en valeur, donc ce sont les croches qui font danser le phrasé. La manière dont vous pouvez le travailler, ça, c'est en travaillant des exercices comme des gammes et en répétant chaque note. Ou alors avec des arpèges. Etc., etc. Toujours avec la bonne articulation, bien sûr. Et ensuite, vous le replacez dans votre phrasé en croche sur des grilles de jazz. Et là, je vous recommande de vous intéresser à ma dernière vidéo, celle où j'analyse le solo de John Coltrane sur Giant Steps et je vous donne des techniques pour jouer vite. Et je vous parlais de l'exercice de Dave Frank, qui consiste à jouer en double croche sur un tempo très très lent chaque temps des grilles de jazz. Et si jamais vous vous mettez à travailler cet exercice de Dave Frank, ou alors l'exercice moi que je vous suggérais, c'est des excellents endroits pour expérimenter ce genre de choses. Encore une fois, je vous mets le lien de la vidéo en description. Et voilà, on peut remercier chaleureusement Quincy Jones pour tout ce qu'il nous a apporté, pour toute l'inspiration qu'il nous a procuré. Dans cette vidéo, je vous ai démontré que les phrases des grands jazzmen regorgent d'exercices potentiels qu'il faut dénicher. Je vous ai montré 3 exercices que vous pouvez pratiquer pour jouer des phrases comme Quincy Jones. Vous pouvez ouvrir vos phrases avec des chromatismes, mettre en valeur la dominante, la fondamentale du 5e degré de la tonalité. Et si vous voulez remplir votre phrasé de croche facilement, répétez des notes. Bien entendu, vous le savez si jamais vous suivez jazzcomposer.fr depuis quelques temps, dénicher des pépites de vocabulaire et en tirer des exercices, c'est la raison d'être de ma page Patreon. Vous pouvez retrouver toutes les ressources de cette vidéo, donc le cours solo de Quincy Jones transposé dans toutes les tonalités pour la clef Fa est maintenant nouveau en tablature. Vous pouvez retrouver aussi cette présentation en PDF. Et comme d'habitude, je vais poster des exercices complémentaires. Dans cette vidéo, je n'ai pas parlé de la technique du jeu horizontal couplé avec le jeu blues qu'utilise Quincy Jones pour improviser sur le Rhythm Changes. Il y a aussi un plan sur le J5.1 qu'il est intéressant d'apprendre. Et encore d'autres choses passionnantes que les abonnés de la page Patreon découvriront. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. J'ai tenu à ce que le prix soit modique pour que un maximum de personnes puissent se procurer ces conseils. N'oubliez pas de partager, commenter, aimer cette vidéo. Et si je peux vous donner un dernier conseil, écoutez le disque de Quincy Jones, This is how I feel about jazz, et vous pouvez tout relever à l'intérieur. A bientôt sur jazzcomposer.fr.